L'ancien ministre Jack Lang, le prince Andrew, chaque jour, un nouveau nom connu est éclaboussé par l'affaire Epstein. On en parle partout, dans les médias, dans les sphères du pouvoir. Mais au milieu de tout cela, il y a cette impression qu'on oublie les premières victimes de cette affaire, les enfants. Car ce sont eux qu'il est nécessaire de protéger pour que de nouvelles affaires Epstein n'arrivent plus. Alors comment faire ? Quelles leçons tirer de ces affaires de pédocriminalité qui marquent l'actualité ? Quels sont les outils dont dispose actuellement le droit français ? Notre société protège-t-elle suffisamment les mineurs ? Nous en parlons tout de suite avec nos 3 invités dans le second entretien de cette soirée. Bonsoir Solène Potvin-Favre, vous êtes présidente de l'association Face à l'inceste et ancienne membre de la Civise, dont vous êtes partie il y a 2 semaines. Elle vous accompagne ce soir pour enrichir cette discussion. Michel Créoff, bonsoir. Vous êtes juriste spécialisé dans la protection de l'enfance et membre de Face à l'inceste également. Et enfin, avec nous sur le plateau du Média, Claire Bourdi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice du collectif Enfantiste qui lutte contre les violences faites aux enfants et aux adolescents. Merci à toutes les 3 d'être avec nous ce soir. Pour commencer, je le disais juste avant, c'est vrai qu'on parle beaucoup des affaires de pédocriminalité en ce moment, entre les documents déclassifiés de l'affaire Epstein, la condamnation de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs qui a été confirmée la semaine dernière par la Cour de cassation. Mais malgré tout, la question des victimes, elle revient assez peu sur les plateaux télé, où on se concentre plutôt sur l'identité des bourreaux, un peu comme si plus la personne était connue, plus on serait sur un sujet qui pourrait faire du buzz. Qu'est-ce que ça révèle selon vous ? Claire, peut-être, si vous voulez commencer. Allez-y. Non, je pense que c'est très confortable en fait, parce que on parle de l'exceptionnel, on parle d'un malade, on parle d'un bourreau, on parle de... Ça met très à distance la personne agresseur et nous-mêmes dans notre vie, dans notre famille, dans notre quotidien. Donc moi je pense que ça nous conforte en fait dans notre position. On est bien dans notre canapé, on regarde les nouvelles, on voit un agresseur complètement malade, 89 enfants, 299 enfants pour le Squarneck. Enfin, et ça met à distance. On se remet pas en question en fait. Vous êtes d'accord, Claire ? Oui, bien sûr. Et puis aussi les victimes aussi, la parole des victimes, il faut pouvoir aussi l'accueillir. Et on n'a pas forcément envie de l'accueillir en ce moment. Ça demande aussi de se positionner face à la pédocriminalité, d'entendre leurs paroles, leur histoire, leur vécu, mais ça demande aussi une protection derrière, surtout dans l'affaire Epstein. On parle quand même de personnes importantes qui ont du pouvoir, et donc l'ouverture de cette parole et la sécurité dans cette parole, elle est aussi du coup rendue plus difficile. Et si on voulait entendre les victimes, il faudrait aussi pouvoir les protéger. Et est-ce que la France est prête à mettre ce qu'il faut pour les protéger ? C'est la question. Alors justement, ça m'amène à ma prochaine question. Actuellement, on a quoi comme outil ? Qu'est-ce qu'il y a dans le droit français pour protéger les victimes, les enfants victimes de crimes sexuels ? Alors, pas grand-chose. On a un peu bougé. C'est-à-dire que maintenant, depuis 2021, on a au moins un seuil d'âge qui fait qu'on ne demande plus, comme au tribunal de Saint-Malo, à une petite fille de 7 ans victime d'inceste si elle était consentante pour que papa la viole. Donc on a, depuis très peu de temps, dépassé ce stade-là. Donc on a un seuil d'âge, donc on considère que l'enfance s'arrête à 15 ans. Donc on a commencé à construire un petit peu une notion d'enfance. Mais à part cette protection qui n'est pas que symbolique, qui enfin a fait bouger les choses, il n'y a pas grand-chose qui protège. Que ce soit en termes de repérage, on a énormément de mal à repérer précocement les violences sexuelles intrafamiliales, parce qu'on a énormément de mal encore à penser la violence sexuelle au sein de la famille. On dit, je vous donne cet exemple-là, 10% de Français... 10% de personnes interrogées résidant en France, donc français ou pas français, ont révélé avoir vécu l'inceste. C'est 10% de la population, donc on dit 3 enfants par classe. Mais à part ce chiffre, on ne l'a pas enregistré comme réalité. C'est-à-dire que dans une salle de restaurant, partout, il y a 10% de personnes qui sont présentes autour de nous qui ont vécu l'inceste. Et pour autant, on ne considère pas que c'est un crime de masse. Et pour autant, on ne considère pas qu'il doit être imprescriptible. Donc, alors que depuis très longtemps, je citerai même le juriste Denis Salas qui disait « l'inceste, c'est un crime de génocide ».
Et c'est pourtant pas un juriste qui est à la pointe, je dirais, de la réflexion avancée sur la question de l'inceste. Donc on a quand même un droit qui est extrêmement patriarcal, extrêmement protecteur de la famille, extrêmement protecteur des adultes, et qui ne règle pas le problème de fond que le corps des enfants n'est pas à disposition, ni des parents, ni des autres adultes. Et si on va plus loin, si je vous donne quelques exemples pour vous montrer jusqu'où nous n'allons pas, une personne qui a subi l'inceste et qui se suicide, si elle n'a pas d'enfant, c'est son père agresseur qui héritera. Si elle a des enfants, eh bien le grand-père, son père agresseur, aura des droits propres sur ses enfants. Donc on voit bien comment on a tout un système juridique qui, pour sacraliser le lien patriarcal, va enfermer les victimes d'inceste, pas simplement dans un refus de les entendre au niveau du droit pénal et de sanctionner l'agression incestueuse, mais aussi de les entendre comme sujets propres, qui doivent être complètement libérés de toutes les conséquences familiales qu'ordonne le droit. Et donc on est quand même très 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 loin, quand je jette ces quelques exemples, d'un droit qui réfléchit à la protection des enfants. Alors je voudrais qu'on revienne sur le pourcentage que vous avez donné d'enfants victimes, donc 10%. La Ciivise évalue à 160 000 le nombre d'enfants victimes de violences sexuelles chaque année. C'est un chiffre conséquent. Est-ce que ça montre du coup que cette question des violences sexuelles, c'est aussi une question structurelle et qu'il ne faut pas simplement l'envisager à travers juste des faits divers indépendants les uns des autres, et parfois c'est un peu ce qui a tendance à arriver quand on suit la chronique médiatique entre guillemets? Évidemment. C'est pas uniquement des faits divers. On a besoin d'avoir une politique globale qui prenne tout ce qui concerne le repérage, la prévention, le repérage, l'accompagnement, le recueil, l'accueil de la parole de la victime. Donc oui, absolument, nous avons besoin. Quand je parlais tout à l'heure du sensationnalisme ou de l'exceptionnel de ce malade qui a agressé 89 ou 299 enfants, c'est ce sur quoi on se bat en fait, parce que c'est un problème systémique, c'est un problème. Pourquoi est-ce que l'institution a peur quand on a un cas qui est déclaré? Pourquoi est-ce que c'est l'institution qui se protège elle-même plutôt que de protéger avant tout l'enfant et de changer un système? Ce qui est important, c'est pas uniquement de s'indigner de ces cas qui se multiplient, mais c'est de trouver une solution en fait. Et la solution, elle ne viendra que dans une approche globale avec tous les acteurs, avec des moyens et dans une politique. Le gouvernement avait dit en 2021 qu'il apporterait des réponses, qu'il apporterait des solutions. Aujourd'hui, depuis 2021, il y a eu 2 lois. Alors, il y a quelques petites avancées. On a obtenu, il y a 15 jours, l'ordonnance de protection immédiate de l'enfant. Une PPL, une proposition de loi qui a été portée par Perrine Goulet, pour laquelle on a proposé un amendement qui a été porté par le député Arnaud Bonnet sur l'obligation qui est faite et qui est donnée au procureur de saisir et de protéger immédiatement l'enfant. Bon, on avance maintenant. Cette proposition de loi, cette ordonnance de protection immédiate a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Maintenant, elle part au Sénat. Eh bien, on attend des sénateurs qui s'emparent du sujet et qui la valident, qui la votent, et puis que ce soit vraiment mis en place. Donc maintenant, la balle est dans le camp des sénateurs. Voilà. Donc oui, c'est une approche globale, absolument, qui fera avancer les choses. Non ? Alors, Claire, justement, est-ce que c'est aussi une des raisons qui vous ont poussé à créer le collectif Enfantis, justement, que vous avez fondé ? Oui, je rejoins totalement l'association Face à l'inceste. Il y a un système en fait qui permet les violences sexuelles et toutes les autres formes de violence. Et c'est vrai qu'en France, on a souvent pensé les violences faites aux enfants en silo. Donc les violences sexuelles par là, les violences physiques par ici. Et on n'a pas pensé la systémie des violences. Comme je vais faire le parallèle avec le féminisme, mais quand on parle des violences sexuelles faites aux femmes, on n'en parle pas sans parler d'un système qui est le sexisme, qui est la discrimination que subissent les femmes et qui amène aux violences sexuelles. Et en fait, pour les enfants, on n'a jamais vraiment pensé cette systémie que nous, au collectif Enfantiste, on essaye de sensibiliser à ce système de discrimination que vivent les enfants, donc c'est-à-dire l'adultisme, qui est la domination, enfin, c'est un système d'oppression des adultes sur les enfants.
Et en fait, ça se voit en ce moment vraiment dans l'actualité. Il n'y a que ça entre les espaces No Kid et les violences sexuelles et les affaires dans les institutions et l'impunité vraiment qui règne autour des agresseurs d'enfants. On voit qu'il y a vraiment un système qui perdure. Et on est persuadé qu'en fait, tant qu'on ne déconstruit pas ce système, on va perdurer dans les violences sexuelles et les autres formes de violence. Et on voit bien d'ailleurs que de toute manière, avec l'augmentation des discriminations sur les enfants, on le voit avec des chiffres, avec la violence entre mineurs qui augmente, il y a vraiment, c'est toute une idéologie et une manière de penser l'enfance et la jeunesse qu'il faut revoir si on veut évoluer. C'est comment on considère que l'enfant appartient. Qui a la propriété de l'enfant? On n'arrive pas à penser l'enfant comme n'étant pas un objet, quelque chose qu'on a. Il n'y a qu'à voir la GPA, il n'y a qu'à voir toutes ces instances où on peut penser qu'on va se construire un enfant en dehors de tout. Et donc, c'est ça, ce système de domination, il est construit sur la notion de la propriété. L'enfant appartient à ses parents. Et en fait, on ne fait pas de politique à hauteur d'enfant. Je prenais l'exemple de l'ordonnance de protection immédiate. Alors peut-être que pour vos téléspectateurs, ça ne parle pas. En fait, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, en France, en 2026, un enfant qui dépose plainte contre un parent agresseur, il retourne la moitié des vacances, il retourne le week-end, il retourne peut-être le soir même chez son parent potentiellement agresseur. Enfin, on est en France en 2026. C'est pas possible. Alors justement, en cas de violence sexuelle sur des enfants, comment ça fonctionne la prise en charge concrètement? C'est quoi? Quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a une marche à suivre? Comment ça fonctionne? Ou est-ce que c'est du cas par cas? C'est pas encadré? C'est assez souvent du cas par cas. Vous allez avoir les deux situations. Y a-t-il un parent protecteur? Y a-t-il pas de parent protecteur? Dans nos sondages face à l'inceste Ipsos, on n'a quand même que 6% de parents protecteurs. Ce qui fait qu'il y a 94% des enfants victimes de violences sexuelles intrafamiliales qui n'ont pas de parent protecteur. Donc quand il y a un parent protecteur, ce parent va jouer son rôle de protecteur, il va représenter l'enfant en justice, il va d'ailleurs lui-même être très fortement impacté par la violence judiciaire, puisqu'on va reprocher aux mères de ne pas représenter l'enfant, on va reprocher aux mères de peut-être d'être manipulatrices, d'être menteuses pour se venger d'un père, etc. Donc, il y a ces systèmes-là. Et puis sinon, l'autre système qui est mobilisé, c'est la protection de l'enfance. C'est-à-dire comment l'enfant va présenter des troubles, va présenter des symptômes qui vont finir par alerter l'école, les voisinages, les membres de la famille. Et on va envoyer une information préoccupante au département qui va venir évaluer si l'enfant est en danger ou pas. Et alors là, vous ouvrez toute la problématique de la protection de l'enfance que je pense que nous n'allons pas pouvoir discuter ici, mais qui fait que, en fonction de là où vous habitez, en fonction des moyens qui sont mis par les départements pour la protection de l'enfance, en fonction de comment les personnels sont formés, vous allez avoir plus ou moins de chances que l'enfant soit protégé et bien protégé, ou que l'enfant soit laissé à son triste sort. Par exemple, une enquête, dans le cas d'un inceste, l'enquête, elle prend en moyenne entre 3 et 5 ans. Donc c'est des délais qui sont quand même extrêmement... J'en parlais en début d'entretien, Solène Potvin-Favre, vous étiez jusqu'à il y a peu membre de la Civis, donc c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, mais vous avez décidé de la quitter il y a peu. Je voudrais qu'on regarde un petit extrait, vous êtes passé à France Inter pour vous expliquer, entre guillemets. On a au sein de la Civis de graves dysfonctionnements. La parole des victimes n'est plus la boussole des travaux de la Civis actuellement. Donc nous ne sommes plus en mesure de confirmer cette promesse que nous avons faite aux victimes de plus de protection et d'agir pour que les réformes soient mises en place et que leur parole soit au cœur des travaux de la Civis. Pourquoi est-ce que vous dites que ce n'est plus la mission principale de la Civis alors que c'est littéralement la raison de sa création? C'est qu'on est arrivé vraiment à un point assez grave, j'ai l'impression. Alors, Michel était aussi à la Civis avec moi. On représentait toutes les deux l'association Face à l'inceste. Peut-être que je peux expliquer un tout petit peu comment la Civis est née et ce que ça en est devenu. Puis peut-être, Michel, tu pourras poursuivre sur la raison qui nous a amené à quitter et à dire stop, en fait. Donc la Civis est née après MeToo, inceste, etc. Donc l'idée, c'était de recueillir un certain nombre de témoignages. Donc il y a eu à peu près
près 30 000 personnes qui ont témoigné pour élaborer des recommandations pour une politique globale. En fait, tout est sur la table. Aujourd'hui, si rien n'est fait, c'est parce qu'il y a une volonté de ne rien faire. Il faut quand même se le dire. Donc, ces 82 recommandations ont été déposées, ont été portées par le président de l'époque et le juge Édouard Durand, donc en novembre 2023. Ensuite, il y a eu un changement de présidence et on arrive dans cette deuxième phase de la Ciivise qui a pour objectif de porter et de s'assurer de la mise en œuvre des 82 recommandations. Donc c'est vraiment comment les différents cabinets, les différentes administrations s'emparent des recommandations et comment elles légifèrent pour que ce soit vraiment mis en place. Le gouvernement dit aujourd'hui qu'à peu près 2/3 des recommandations sont mises en place. Bon, il y a effectivement eu des avancées. On est loin de la mise en pratique de tout cela. Par contre, je vais te laisser peut-être expliquer pourquoi nous, on a claqué la porte à un moment donné pour... Oui, on a claqué la porte parce qu'il nous a semblé que le fonctionnement de la Civise était complètement, je dirais, contraire à l'objet même de la Civise. Comme je l'expliquais tout à l'heure en aparté, il y avait une commande très claire, une commande externe, qui était « vous êtes là pour mettre en œuvre les 82 recommandations ». C'était dans une lettre de mission. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le cadre externe. On avait un cadre interne, qui était le règlement intérieur, où, avec des groupes de travail qui devaient travailler avec tous les membres. Et puis, on avait des personnes qui devaient être là au nom de quelque chose. Pourquoi vous êtes membre de la Civise ? Nous, on savait pourquoi on y était. Parce que Solène est une survivante et parce qu'on représentait une association de représentants de victimes qui faisait du plaidoyer. Et puis, il y avait des experts psychiatres, des psychologues, des policiers, etc. Puis, il y avait des gens, on ne savait pas pourquoi ils étaient là. Ils étaient experts de rien. On pensait bien qu'il y avait un petit système de cooptation, mais on ne savait pas. Donc, on ne savait pas à quelle place ces gens parlaient. Donc, pas de respect du cadre externe, pas de respect du cadre interne, puisqu'on nous a interdit de participer à des groupes de travail, notamment le groupe de travail sur la justice, pour proposer des nouvelles lois, pour justement faire reconnaître l'inceste et travailler sur l'imprescriptibilité de l'inceste. Et on nous a dit, on ne veut pas de représentante face à l'inceste dans ce groupe de travail. Donc, silenciation des victimes. Donc, quand vous faites la petite addition, non-respect du cadre externe, non-respect du cadre interne, confusion des places et silenciation des victimes, les victimes d'inceste connaissent trop bien le phénomène pour accepter d'y participer. Donc on a claqué la porte, et on a claqué la porte à un moment extrêmement symbolique, où les membres de la Civise venaient de refuser par vote l'avis qu'on avait travaillé avec un groupe de travail sur les améliorations de l'aide sociale à l'enfance, pour mieux accueillir les enfants victimes d'inceste, et au moment où un des membres directeurs de la Civise nous propose comme piste de travail pour 2026 la justice restaurative. Donc on est contre l'imprescriptibilité, mais on est pour la justice restaurative, c'est-à-dire la seule mesure que le rapport de la Civise a dit, que c'est le rapport de 82 recommandations, a dit que c'était une mesure contraire à l'intérêt des enfants victimes. Donc en fait, je suis désolé, il faut qu'on avance un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Je voudrais qu'on regarde un petit extrait d'une vidéo de Mediapart où Nelson Montfort est interrogé sur le cas de Jean-Marc Morandini, qui, je le rappelle, a été définitivement condamné la semaine dernière pour corruption de mineurs. Lorsque j'ai participé à ces émissions, ça se passait plutôt bien. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, ou je ne sais pas comment on dit ça parfois des chanteurs, etc. Il est quand même... Évidemment, ce qu'il a fait, évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est bien, mais je pense qu'il faut séparer l'homme de... Et puis, dernière chose, alors c'est peut-être ma culture, ma religion, ma philosophie, je suis plutôt pour pardon des offenses. Il a demandé à un enfant de 16 ans de lui envoyer des photos de son sexe et de se masturber. Ça, c'est une véritable offense. Je ne vais pas vous dire que c'est bien. Est-ce que ça a été prouvé ? Il est condamné définitivement par la Cour de cassation. Eh bien, écoutez, ça, c'est une véritable offense. Je vais pas vous dire le contraire. Mais, comment dire, c'est une situation qui est très désagréable. Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. Dans la Bible, on prêche le pardon des offenses. Est-ce que c'est arrivé depuis ? Je ne pense pas. Claire Bourdi, quand vous voyez cet extrait, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de justice de traitement d'exception dans ces affaires lorsque ce sont des personnes connues qui sont mises en cause ? Et est-ce que selon vous ça participe au maintien aussi de ces violences et au fait qu'elles perdurent ? Oui, ça fait partie de la culture du viol, la culture de l'inceste.
Et moi, quand j'entends cette interview, parce que je ne l'avais pas vue, je suis vraiment scandalisée. C'est un déni énorme, vraiment. Je pense que ça correspond exactement à la société et pourquoi on en est là aujourd'hui, parce qu'on a toujours des personnalités publiques qui sont dans le déni, qui sont « Ah oui, c'est pas si grave, on n'a pas les preuves, et puis on n'était pas là, il a été condamné quand même cette fois-ci. » D'habitude, on dit « Laissez la justice faire son travail. » Non, là, la justice a fait son travail, il est condamné. Et pourtant, on est encore dans ce déni. Une personnalité publique, qu'elle soit politique ou dans les médias, elle a vraiment une responsabilité vis-à-vis de la morale de la société. Et je suis désolée, mais quand on agresse des enfants sexuellement, ce n'est pas possible d'être une figure qui représente la société en France. Et nous, moi en tant que citoyenne, je suis désolée, je ne veux pas de ces personnes-là à la télé ou dans nos politiques publiques. Il y a une responsabilité derrière. Il faut prendre la mesure de la gravité. On voit bien aujourd'hui que la pédocriminalité, elle est partout dans la société. Si vous continuez comme ça, ça va continuer. Et donc, à un moment, il faut vraiment, comme le disait le juge Édouard Durand, en fait, on ne peut pas être neutre. Si on est neutre, on fait partie du camp des agresseurs. Donc, on sort de cette neutralité et on agit. Et ça me met en colère. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'organise des manifestations, parce que je trouve que la société, elle n'est pas assez réactive face à tout ce qui se passe. Et j'aimerais dire aussi qu'on entend tellement d'affaires de pédocriminalité et de choses horribles dans les médias qu'on s'habitue un petit peu à entendre cette horreur sans pouvoir réagir derrière, parce que c'est tellement dur et tellement nombreux que ça nous bloque en fait dans notre élan. Et je pense vraiment, et j'appelle la société à réagir. On peut tous et toutes faire quelque chose. Il faut manifester, il faut revendiquer, il faut soutenir les associations comme Face à l'inceste. Et on ne peut plus, nous, rester dans le silence aussi en tant que citoyens, citoyennes, et encore plus quand on est à la télé ou quand on est un politique. Alors, j'allais vous demander justement, vous me parlez de médiatisation. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose quand même qu'on en parle ? Parce qu'on en parle quand même. Oui. Mais est-ce que en bien, en mal et ce qui est très bien, c'est de savoir ce que ça dit de la société, et non pas juste de parler de telle affaire ou telle affaire. Et par ailleurs, la remarque de Nelson Montfort me rappelait fortement une remarque qu'on a pu entendre d'un président de la République sur un acteur très connu français, où il faut séparer l'acteur de l'homme. Mais en fait, c'est bien qu'on en parle, et c'est bien qu'on le voit qu'on prenne un peu de hauteur par rapport à ce qui est fait, et qu'on analyse ce que ça dit de nous, ce que ça dit de notre société. Pourquoi est-ce qu'on va pas dans la rue, en fait ? Comment c'est possible d'avoir 160 000 enfants chaque année et personne ne fait rien ? Donc oui, c'est bien qu'on en parle, merci. Il faut continuer d'en parler. Et pour trouver des solutions, après, on a des plans qui sont, encore une fois, des plans qui sont sur la table. Il faut aussi qu'à un moment donné, on ait des engagements qui soient tenus. Oui, parce que la Civise, ça a commencé en 2021 et on est en 2026 et on est toujours en train de parler. Michel, un dernier mot et après on termine. Oui, je disais pour réagir, heureusement qu'on en parle, parce que c'est le silence qui a prévalu jusqu'à MeToo. Et là, ça part dans les scandales, mais heureusement qu'on en parle. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été sur notre plateau. On continuera aux médias à traiter ces sujets d'intérêt public. C'est la fin de cette nouvelle édition de Toujours Debout. Merci de nous avoir suivis. Grâce à votre soutien, le média peut continuer de concurrencer l'empire médiatique des milliardaires et leur agenda réactionnaire. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. C'est votre soutien qui nous permet de continuer le combat et qui nous portera, on l'espère, bientôt sur la TNT. Très belle soirée à vous sur le média et on vous laisse avec la suite de nos programmes.